Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui chez Christian dans le cadre de la parole qui est donnée aux victimes. Alors rapidement, j'explique le problème de Christian. Donc Christian a monté une entreprise sur le net que je trouve très astucieuse. Parce qu'il a monté une entreprise sur un produit qui se vend un peu dans des minorités et qui donc en boutique est difficile d'installer parce que la chalandise, la clientèle serait vraiment dans un rayon très vaste et en le mettant sur le net, ça lui permet d'avoir des produits très spécifiques et donc c'est une affaire qui est intelligente et qui marche. Félicitations pour ça. Merci. Donc Christian, je trouve que c'est très astucieux. Alors qu'est-ce qui est arrivé à Christian? Alors on va parler de ça parce que c'est absolument phénoménal. Donc Christian installe son entreprise il y a combien de temps, Christian? En 2006. En 2006, donc il y a 10 ans. Il monte son entreprise en 2006 et comme il monte une entreprise sur le net, finalement il fait confiance au net et il a besoin d'un expert comptable qui va prendre sur le net. C'est bien comme ça que ça marche. Tout à fait. Donc il prend cet expert comptable et là, catastrophe, il se trouve, parce que le net c'est comme ailleurs, il y a des gens de qualité puis il y a des gens pas bien, il se trouve que cet expert comptable est, disons-le, un faisan, mais même plus que ça, est un escroc. Un escroc. Un escroc avec un lourd passé dont nous reparlerons. Christian fait confiance à cet expert comptable qui, tout d'un coup, paie à sa place, demande un mandat pour payer la TVA, enfin pour payer différents impôts, et donc Christian paie ses impôts largement à cet expert comptable qui, lui, ne les paie pas au fisc. C'est cela. Voilà. Et donc Christian se retrouve à un moment donné avec une dette auprès du fisc, bien sûr, puisque l'expert comptable n'a pas payé. Et c'est là que c'est absolument fou. L'expert comptable va être effectivement poursuivi au pénal, condamné, il s'enfuit en Tunisie, où il meurt. Il ne possède rien, donc cet homme condamné qui ne possède rien, qui s'enfuit en Tunisie et qui y meurt, laisse une ardoise pour le compte de Christian, et depuis, les services fiscaux poursuivent Christian pour cette ardoise qui n'est pas de lui, qui est en fait de l'expert comptable auprès du fisc. Parce que si on analyse bien la situation, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné un mandat à cet expert comptable, l'expert comptable a trahi ce mandat, mais c'est quand même lui qui est responsable auprès du fisc, puisque c'est lui qui avait le mandat. Eh bien non, le fisc, alors on va le voir après, le fisc ne le voit pas de cette oreille, veut son pognon, point, et poursuit en double paiement, parce que c'est de ça qu'il faut se rendre compte, poursuit en double paiement Christian au point de l'entraîner vers une catastrophe totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Christian est entraîné par des dettes qu'il n'a pas, pour des choses qu'il a payées, est entraîné son entreprise, lui, sa famille, tout le monde est en train d'être englouti dans cette espèce de cupidité fiscale. Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors, donc Christian, revoyons les choses. Qu'est-ce que ce comptable ne déclare pas? Qu'est-ce qu'il omet de payer? Parce que ce que ce comptable fait, c'est qu'il encaisse, et à titre d'exemple, quand on doit, par exemple, 12 000 € de TVA, il fait un versement avec des chèques personnels de 1 000 €. À notre insu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès 2011... Mais vous lui avez payé les 12 000 € Tout à fait. à lui. Tout à fait. Vous lui payez 12 000 € et lui, il n'envoie que 1 000 € au fisc. C'est cela. Et de surcroît par chèque. Alors que depuis 2011, nous sommes contraints et forcés de faire des télédéclarations et de payer par télérèglement. Chose qu'il ne fait pas. L'administration fiscale aurait dû nous écrire et nous mettre des pénalités. Il n'en est rien. Ils ne nous écrivent pas, ils ne disent rien, ils attendent et ils encaissent des chèques de 1 000 € au lieu de 12 000. C'est-à-dire qu'il y a une faillite totale de ce système bureaucratique qui a la prétention de nous surveiller et qui en fait ne nous surveille pas, simplement nous poursuit en surimpôt régulièrement, mais s'agissant de surveiller, alors que c'est son métier et son activité, zéro. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'on sait pertinemment que l'administration fiscale est friande de pénalités, et là, elles ne sont pas déclenchées. C'est un mystère, on voudrait bien comprendre. On voudrait bien comprendre, c'est quand même très mystérieux. Alors, il est plein d'idées, cet homme. Fin 2011, il envoie un courrier, encore une fois à notre insu, à l'administration fiscale, en leur disant, à partir de fin 2011, merci d'envoyer toutes les correspondances chez moi. Donc il se substitue carrément à vous. Tout à fait. Et l'administration fiscale, pourtant il y a une procédure très stricte pour des changements d'adresse des entreprises, passe outre, et à partir de 2012,
ils envoient tous les courriers, les demandes de fonds à l'expert comptable. Et là, alors lui, à partir de ce moment-là, il a entièrement les mains libres, il ne paye plus rien. Donc l'administration fiscale envoie des recommandés chez lui. Pour nous, ne recevant rien et nous payant, on s'estime que tout va bien. Ce qu'on n'a pas de lettre de recommander des impôts en demandant des pénalités, pour nous, c'est que tout va bien. Alors, ce qu'on me reproche aujourd'hui, c'est que j'aurais dû aller à l'administration fiscale, savoir s'il touchait bien les sous. Ah, c'est hallucinant. Voilà. C'est quand même inquiétant, quoi. Non, c'est impressionnant. Donc, en fait, aujourd'hui, vous êtes poursuivi pour des sommes que vous avez déjà payées. Tout à fait. Que avec le comptable est parti avec. Voilà. Alors, ça représente combien tout ça? On a eu, parce que ça s'est découvert suite à un contrôle fiscal. Il faut quand même le dire. Voilà. Ils n'ont même pas découvert tout seul, ça s'est découvert parce qu'ils sont venus contrôler. Ah oui, ils sont venus contrôler quand même parce qu'ils devaient trouver que ça payait pas tout à fait assez. Parce qu'il y avait, en fin de compte, le comptable faisait une double comptabilité. Il me fournissait des bilans qui tenaient la route, avec un chiffre d'affaires qui était cohérent par rapport à ce qu'on faisait. Par contre, il envoyait des liasses fiscales aux impôts de moitié. Incroyable. Voilà. Donc, vraiment, vous êtes vraiment une affaire, enfin chaque affaire, chaque personne chez qui je vais, et maintenant je fais de plus en plus, c'est toujours incroyable. C'est toujours très particulier parce que si vous voulez, là, on en parlera après. Continuez, parce qu'on dira après ça. Donc le contrôleur est venu donc au vrai siège de l'entreprise, parce que là, pour le contrôle fiscal, ils ont su que l'entreprise n'était pas chez le comptable. Ils sont bien venus au vrai siège, en présence du dit comptable. Les locaux étant exigus, j'ai demandé à ce que le contrôle soit fait soit dans les locaux des impôts ou chez le comptable, qui est à 6 ou 7 heures de route. Bon, le choix a été d'aller chez le comptable, et à aucun moment il a été mis que le comptable pouvait être un escroc. Alors que sur les relevés de compte de l'entreprise, il y avait tous les versements TVA, IS, parce que bon, du coup on a été escroqué également pour l'URSSAF. Attendez, vous êtes en train de me dire que les services fiscaux ont analysé votre comptabilité, oui, ont perçu dans cette comptabilité que vous aviez versé les sommes qu'ils n'ont pas reçues, tout à fait, et n'en ont pas tiré les conséquences. Tout à fait. C'est la fin des haricots. Bon, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on subodore depuis longtemps, que le contrôleur qui vient, il ne vient pas vérifier la comptabilité, il vient vous coller un PV qu'il a prévu à l'avance. Il sait déjà avant de venir ce qu'il va vous mettre, il ne regarde rien dans votre comptabilité, il vous colle le PV qui est prévu. Exactement. Donc le contrôle commence en mars 2013. Nous avons, entre guillemets, parce que quand ils appellent ça une proposition de redressement, c'est quand même c'est fort comme mot, parce que ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas une proposition, c'est ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Ils nous envoient une proposition de redressement de 260 000 €, donc c'est le choc, parce que pour des gens qui ont tout payé et qui ne doivent rien, je peux vous dire que c'est un tsunami qu'on reçoit en pleine face. Évidemment. Donc à partir de ce moment-là, on prend un avocat. L'avocat ne comprend pas non plus. 10 jours après, l'administration fiscale nous fait une saisie conservatoire sur le compte en banque de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il vide le compte en banque de l'entreprise. Juste après la notification. Tout à fait. Avant même que vous ayez fait le recours préalable. Tout à fait. Il vide le compte. Il vide le compte. On avait une trésorerie confortable, on se retrouve du jour au lendemain avec plus rien, donc l'entreprise est en grand danger. Heureusement, l'entreprise fonctionne, on arrive à se refaire rapidement, mais je veux dire pas là, c'est dramatique. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus de ça, ils nous mettaient des pénalités de 40% pour mauvaise foi. Voilà. Et il a fallu se battre longuement pour leur faire admettre qu'on était escroqués. Mais à ce moment-là, personne ne sait encore qu'on est escroqué. Vous n'aviez pas encore pris conscience que le comptable n'avait pas payé. Tout à fait. Parce qu'il continue à sauver la face, le comptable. Voilà. Et puis on continue donc de payer la TVA et tout ce qu'on devait au comptable. On continue. Oui. Et lui, tu ne payes toujours pas. Voilà. Tout à fait. Donc je prends un avocat et on va devant le GEX. Parce que la saisie conservatoire, l'avocat dit mais c'est totalement illégal. On va devant le GEX. Et l'avocat. Mais c'est illégal parce qu'effectivement, vous avez quand vous recevez c'est une proposition. Donc la proposition, vous devez normalement répondre et vous recevez après une notification. Tout à fait. Et eux, ils ont saisi avant la notification. Tout à fait. Mais ça, c'est complètement illégal. Tout à fait. Alors, soi-disant,
ils avaient le droit du fait de qui s'est aperçu qu'en fin de compte, on n'avait rien payé par rapport à ce qu'on devait. Alors ça, c'est encore très intéressant, parce qu'on revient dans la lettre de cachet. Dans notre blog, on se bat pour que celui qui fait l'enquête ne puisse pas être celui qui prononce la peine. Donc, dans le cas, vous êtes un exemple typique du scandale qui se passe avec ça, c'est-à-dire ce qui était avant les lettres de cachet, c'est-à-dire quand le roi dénonçait en même temps et donnait la peine, et la Révolution, un peu avant d'ailleurs, c'est Louis XVI, a installé la règle que nul ne peut être condamné sans être passé devant un juge. Tout à fait. Voilà. Donc il n'y a qu'en matière fiscale que l'on peut être condamné sans passer devant un juge, car on va après demander au juge éventuellement de revoir la condamnation, ce qui fait d'ailleurs pratiquement jamais. Mais on est condamné par celui qui a fait l'enquête, ce qui n'arrive pas. Vous pouvez, si vous tuez quelqu'un, vous ne serez pas condamné par les flics. Vous allez aller devant le juge. C'est quand même plus embêtant de tuer quelqu'un que éventuellement même de ne pas payer sa TVA. Exactement. Mais donc en matière de TVA, etc., c'est pas comme ça. Donc on est dans la lettre de cachet, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre où vous avez celui qui fait l'enquête prononce la condamnation, ce qui est totalement scandaleux, et on le voit donc sur cet exemple très précis, parce qu'en fait, eux-mêmes ont dû penser à un moment donné, ça on peut l'accepter, que vous étiez les initiateurs de la tricherie. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas compris, comme vous, que le comptable était un escroc, ce qui n'est quand même pas très courant, je veux dire, il faut dire des choses comme elles sont, il n'y a pas beaucoup de comptables qui font ça, c'est pas courant. Hein. Donc on peut accepter l'idée que le fisc ait pu croire que vous étiez en complicité, ou du moins que vous étiez au courant des méthodes du comptable. Mais le problème, c'est qu'après, quand ils ont perçu ce qu'ils auraient dû percevoir avant, que vous aviez vraiment payé, et que donc l'argent était parti de chez vous, vous ne pouviez plus être en complicité avec le comptable, parce que vous aviez payé. Et le jour où ils sont aperçus de ça, ils auraient dû, un, s'excuser, et deux, arrêter de vous poursuivre et poursuivre celui qui les a volés, c'est-à-dire le comptable. Parce que celui qui les a volés, c'est le comptable, c'est pas vous. Voilà. Donc, le comptable les a volés et c'est vous qui poursuivez. C'est pour dire que ces gens n'ont aucune correction. Voilà. Aucune correction. Ce sont des escrocs. Voilà, l'État français est un escroc. Alors là, on en a une preuve absolue, irréfutable. L'État français est un escroc. Christian n'a pas volé un centime à l'État français. Christian a payé ses dettes fiscales. Libre à lui de trouver qu'elles sont élevées, il a le droit, moi aussi, mais ça c'est autre chose. Elles sont énormément élevées. Voilà, et ça c'est autre chose. Mais dans le cas qui nous intéresse, il a payé ses dettes fiscales. Le fisc, au début, on peut accepter l'idée. Hein, on accepte l'idée qu'il ait pu avoir un doute. Hein, mais ce doute s'éclaire tout de suite. Et d'ailleurs, le comptable, donc, va au tribunal et puis, bon, il prend quand même. Exactement. Oui. Enfin, il prend, pas dans mon affaire. Hein. Il a pris en 2006 pour une autre affaire identique. Et pour la vôtre, il n'a pas été... Ben non, vous savez, nous avons déposé plainte en novembre 2013. La police a mis 18 mois avant de le convoquer. Ben, entre-temps, ce monsieur avait disparu. Ah, d'accord. Donc il n'a pas été jugé pour vous. Ah non, il avait pris 2 ans de prison pour une affaire de 2006, une affaire semblable. Hein. Il avait escroqué une entreprise 700 000 € en falsifiant des chèques au profit de l'URSSAF et déjà des impôts. Voilà, pour vous dire. C'est un récidiviste. Il avait même réussi à devenir gérant de cette entreprise. Incroyable. En faisant enregistrer des faux documents. Ce qui est incroyable. Je m'en vais la semaine prochaine chez une dame qui a le même problème, sauf qu'elle est la femme de l'escroc, ou du moins du complice de l'escroc. Et elle est liée pour rien, et elle se voit saisie de tous ses biens, pareil, par le fisc. C'est-à-dire que, oui, c'est quand même assez étonnant qu'au nom de la raison d'État, le fisc puisse... il a tous les droits. Puisse collecter de l'argent dont, à l'évidence, auprès de gens qui, à l'évidence, ne sont pas les débiteurs. Ça, c'est quand même scandaleux. Alors donc, votre comptable n'a pas été poursuivi dans votre affaire. Donc, il est mort entre-temps. Il est mort en Tunisie. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce monsieur, en 2005, excusez-moi, en fin 2005, il a été condamné par le tribunal de commerce, à titre personnel, à 15 ans à ne pas pouvoir faire de gestion, à ne pas avoir de compte en banque. Cela pendant 15 ans, interdit de gestion donc par le tribunal de commerce. Début 2006, il passe donc en correctionnel pour escroquerie du même style qu'il nous a fait. Il est condamné à 2 ans de prison ferme. A priori, il aurait fait 1 an. En 2011, il est rejugé en correctionnel pour falsification de son passeport pour essayer d'ouvrir des comptes en banque
afin de créer des entreprises. Il est condamné, là parce que ça fait quand même sourire, à 900 € d'amende en tant que récidiviste. Je dis bien 900 € d'amende, et il a droit à 20% de remise s'il paye un mois. Ce qui est terrible. Je dois dire qu'il est en train de nous escroquer en 2011. Hein. C'est ça qui est terrible. Mais alors, cet expert comptable, il est inscrit au Conseil de l'Ordre? Pas du tout. C'est un faux comptable. C'est un faux comptable. C'est un faux comptable. C'est pire que ça, c'est un faux comptable. C'est encore plus terrible que ça. En 2012, le greffe du tribunal de commerce dont il dépend écrit au procureur pour avertir le procureur que ce monsieur, que cet individu essaie de créer des entreprises avec des faux documents en falsifiant, encore une fois, ses pièces d'identité, qu'il a une société de créer à son nom, malgré son interdiction. Incroyable. Et il n'en est rien, on ne fait rien, on laisse ce monsieur œuvrer à sa guise, et pendant ce temps-là, il fait des victimes. Oui, alors on dirait, à la limite, pourquoi faire quelque chose, puisque de toute façon, on fera payer quelqu'un d'autre. Donc à la limite, ce que cet homme vole au fisc, de toute façon, on va vous le piquer à vous. C'est cela. Donc ils s'en foutent. Alors, c'est quand même très grave. Cette affaire est très grave et très intéressante. Je trouve que l'affaire de Christian est très intéressante. Elle est très grave parce qu'elle démontre deux choses. La première chose, c'est que quand on a ce type de problème, que ce soit comme ça s'est passé là, ou que ce soit parce que c'est un agent du fisc qui vous colle un impôt que vous ne devez pas, les personnes que je vois qui viennent demander sur le blog ont deux étapes. La première étape, c'est qu'ils croient sincèrement que la justice va les aider, va leur rendre leurs droits. Et en fait, ça ne se passe jamais. Tout simplement parce que les juges ne sont pas du tout formés au droit économique, ils ne comprennent pas le droit économique, ils ne comprennent pas les problèmes d'une entreprise, ils ne comprennent pas la comptabilité d'entreprise, donc ils sont totalement incompétents. Donc de ce fait, c'est pas qu'ils sont des gens qui s'en foutent ou qui ne sont pas honnêtes ou pas travailleurs, c'est que simplement ils ne connaissent pas le sujet. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est celui qui nous amène là, c'est que on pense que quand on va exposer son affaire, on pense que les gens, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire tous les gens vont être outrés et vont dire ah bah quand même c'est pas bien et vont eh bien non plus parce que tout simplement les Français majoritairement ne paient pas d'impôts et majoritairement pensent que ce qu'on prend aux autres, même si c'est mal pris, de toute façon on va leur donner à eux. Et donc il n'y a pas de compassion. Donc on est pris dans un système épouvantable et donc je salue au passage votre énergie, Christian, parce que je vois que vous êtes encore quand même quelqu'un de tonique. Je vous souhaite vraiment d'arriver à vous sortir de tout ça. Oui, vous êtes capable de vous battre. Je vous souhaite de vous sortir de tout ça. Il faut savoir que, donc aujourd'hui, globalement, il vous demande combien en tout? On en est avec les intérêts, les pénalités et tout, on en est à 340 000 €. Alors 340 000 € pour les gens qui nous regardent, tout le monde sait, 340 000 € d'impôts soi-disant dus, ça veut dire qu'il faut gagner à peu près 800 000 €, parce qu'il va falloir payer d'abord 800 000 €, puis avoir pas un rond. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire une année de bénéfice de 800 000 €, payer l'impôt sur cette année de bénéfice qui va être de 400 000 €, plus après les 300 fameux 1000 €. Et pendant tout ce temps-là, on n'aura pas mangé. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas fait travailler l'entreprise. Ça veut dire que les 350 000 €, ils sont mortels. Parce qu'en réalité, on ne peut pas les payer. Voilà. On ne peut pas les payer parce que ces fameuses pénalités de 40% qu'on donne à tout le monde, tout ça, on ne peut pas le payer. Parce que c'est pas possible, c'est techniquement pas possible. Voilà. Donc aujourd'hui, Christian a une situation, alors j'espère, on va en parler tout à l'heure ensemble, mais il y a des solutions sans doute peut-être. Donc voilà, je voulais vous exposer ça. Merci Christian. C'est moi qui vous remercie. C'était très convaincant et c'est une affaire tout à fait exemplaire. Donc on vous dit à bientôt dans la série de La parole est aux victimes. Vous voyez que ça vaut quand même la peine parce qu'il y a vraiment des tas de victimes et des tas de choses à dire. Au revoir.